remercie et remercier en particulier M. Rodrigue et l'équipe Innotech du Bénin pour m'avoir choisi dans le cadre de cet enseignement, je vais dire, qui porte sur le microbiote et ses conséquences sur l'évolution de la grossesse. Avant de faire ma présentation, je vais faire une petite clarification au départ. Sur la note d'invitation, vous avez dû lire les modifications du microbiote vaginal et ses conséquences sur l'évolution de la grossesse. On parle très peu de microbiote dans nos milieux africains. C'est en Europe ou dans les pays développés qu'on en parle au quotidien. Et je ne pourrais pas rater cette occasion sans évoquer également les autres microbiotes, notamment sur leur rôle ou leur rôle néfaste sur le développement de la grossesse. C'est la raison pour laquelle j'ai modifié un tout petit peu l'intitulé de la présentation, les modifications du microbiote maternel, donc en général, et ses conséquences sur l'évolution de la grossesse. Donc, présentation, disais-je, que je vais faire selon le plan affiché. Donc, après quelques mots d'introduction, je vais aborder les données générales relatives au microbiote de la femme. Ensuite, les modifications du microbiote au cours de la grossesse et l'influence de ces modifications sur le déroulement de la grossesse en termes de prématurité, de prééclampsie, de diabète gestationnel. Et puis, je vais terminer par quelques points clés en guise de conclusion. Vous savez, il y a une véritable révolution autour des microbiotes qui sont un ensemble de micro-organismes. Donc, c'est des micro-organismes non pathogènes qui vivent et se développent dans un milieu particulier. Et de ce fait, on les appelle des gemmes commensaux qui peuvent être des bactéries, des virus, des parasites ou encore des champignons. L'organisme humain abrite plusieurs types de microbiotes. Au niveau de la peau, il y a un microbiote spécifique. Au niveau de la sphère ORL, et ici je vais insister dans mon développement sur la cavité buccale, le microbiote intestinal et bien entendu le microbiote génital. Et quand on parle de microbiote génital, c'est à la fois le microbiote vaginal, c'est celui-là qu'on connaît le plus, mais il y a également la possibilité de microbiote utérin. Quant à l'existence d'un microbiote placentaire, en préparant cette présentation, j'ai lu beaucoup d'articles qui vont dans le même sens, c'est qu'il n'existe pas en réalité un microbiote placentaire, parce que cela signifierait qu'il y a un microbiote fœtal. Les microbiotes génitaux de la femme, vous savez, évoluent au cours de la vie et sont influencés par plusieurs facteurs. Le premier que je dois évoquer, c'est la voie d'accouchement. Je ne sais pas si vous le savez, l'accouchement, c'est lors de la traversée de la filière génitale que le fœtus de sexe féminin va acquérir donc les premiers microbiotes, notamment au niveau vaginal. Et donc, les indications de césarienne intempestive, c'est une façon de donner un accouchement par césarienne, c'est une façon de donner un mauvais départ à un nouveau-né. Si je prends le cas particulier des microbiotes qui jouent un rôle très important dans l'organisme humain. Et puis, il y a également le développement sexuel. Il y a l'activité sexuelle. L'activité sexuelle influence le microbiote génital. Il y a également les variations hormonales lors du cycle menstruel, les pratiques d'hygiène, l'hygiène intime. Vous savez que sous nos cieux,
la caractéristique des femmes en Afrique au sud du Sahara, c'est des toilettes génitales intempestives. Sous d'autres cieux, on parlera de défauts d'hygiène. Et tout ça, c'est culturel. Et puis, il y a la grossesse elle-même, qui, du fait des modifications anatomiques, physiologiques, métaboliques que cela comporte, va modifier profondément le microbiote. Et c'est cette modification du microbiote qu'on appelle dysbiose. Et en fonction du microbiote, vous allez parler de dysbiose vaginale qui peut aller jusqu'à la vaginose bactérienne. Il y a également la dysbiose intestinale, la dysbiose orale. Ces modifications vont entraîner des conséquences qui sont délétères pour le déroulement de la grossesse en termes d'expulsion prématurée, notamment les fausses couches spontanées, la prématurité et ses complications pour le nouveau-né, la rupture prématurée des membranes et ses conséquences infectieuses pour le nouveau-né et également la mère. Le diabète gestationnel, il y a un lien évident entre les modifications du diabète, les modifications du microbiote intestinal et la survenue du diabète gestationnel. Très peu de personnes peuvent vous dire qu'il y a un lien entre les modifications du microbiote intestinal et la survenue de la prééclampsie. Quand on parle de prééclampsie, souvent, nous voyons l'anomalie de placentation. Non, il y a également d'autres facteurs, notamment la dysbiose intestinale. Et puis, il y a les infections intra-utérines et les infections néonatales. Je l'ai déjà dit. La connaissance de ces modifications est importante parce que ça permet de mettre en œuvre ou d'envisager des moyens de prévention, également des moyens thérapeutiques. Pour comprendre un peu l'ampleur du problème, on estime que 100 000 milliards de bactéries habitent le tube digestif. 100 000 milliards de micro-organismes dans le tube digestif. En d'autres termes, il y a 100 fois plus de bactéries dans l'abdomen que de cellules dans notre corps. Et si je ramène ça à l'ADN bactérien, vous avez plus d'ADN bactérien que d'ADN cellulaire dans notre organisme. Je vais faire une petite digression pour faire une comparaison en fait. Pour ceux qui sont des férus de l'astronomie, vous savez que l'univers est constitué de galaxies. Les galaxies elles-mêmes constituées d'étoiles. Et autour des étoiles gravitent des planètes. Notre galaxie, encore appelée Voie lactée, abrite plus de 200 à 300 milliards d'étoiles, dont le Soleil. Et quand on compare ça avec le microbiote intestinal, vous avez 1000 fois plus de bactéries dans l'organisme humain que d'étoiles dans la Voie lactée. C'est la galaxie dans laquelle nous sommes, qu'on appelle encore Voie lactée. Donc c'est un microbiote qui est extrêmement dense et on pense que c'est l'écosystème le plus dense de la planète, le microbiote intestinal. C'est important de connaître le rôle du microbiote. Il y a des fonctions immunitaires, des fonctions digestives, métaboliques et également un rôle neurologique. À dessein, je vais commencer par le microbiote intestinal, puisque j'ai dit microbiote intestinal, génital et puis oral. C'est de ces trois-là que je vais parler précisément. Et lorsqu'on prend le microbiote intestinal, il est situé dans l'intestin grêle et le côlon. Pour des raisons évidentes liées à l'acidité gastrique, vous avez très peu de micro-organismes dans l'estomac. Et ce microbiote est constitué de bactéries en grande partie, mais également de virus et de champignons. Il est unique et caractéristique pour un individu donné. Et on estime qu'en gros, il y a 160 espèces de
micro-organismes qui colonisent la sphère digestive. Il a été procédé au séquençage du génome bactérien, ce qui a permis de... donc c'est des millions de gènes qui ont été identifiés, mais regroupés dans des groupes homogènes de population selon l'espèce qui prédomine. Et là, il y a 3 groupes. Lorsqu'on parle de microbiote intestinal, c'est les bactéroïdes, le Prevotella et également le Ruminococcus. Le rôle du microbiote intestinal, j'ai évoqué ça brièvement, mais c'est avant tout la digestion. Vous savez, quand nous mangeons, il y a une partie de ce que nous avons mangé que nous digérons, que nous assimilons facilement. Mais le plus gros est soumis à la fermentation, et des résidus alimentaires non digestibles par le tube digestif. Et donc c'est des enzymes que l'organisme n'arrive pas à produire qui interviennent donc pour couper ces différents éléments et les rendre assimilables pour l'organisme. Et c'est le cas de certaines vitamines comme par exemple la vitamine B et la vitamine K. Un autre rôle du microbiote intestinal, c'est le fonctionnement de l'intestin ou du tube digestif, notamment la motricité du tube digestif. Vous comprenez qu'au cours de la grossesse, si la grossesse qui entraîne la diminution de la motricité intestinale, la conséquence, c'est la constipation, est même reconnue comme facteur de risque d'infection urinaire, facteur de risque de menace d'accouchement prématuré et de prématurité spontanée. Il y a également la fonction immunitaire donc, du microbiote intestinal. En effet, ce microbiote constitue une barrière aux antigènes auxquels l'organisme est exposé. La caractéristique du microbiote intestinal, par opposition au microbiote vaginal, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, c'est que c'est un microbiote qui est dense. C'est-à-dire il y a une quantité importante de micro-organismes, mais surtout il y a une grande diversité donc, de ces micro-organismes. Et c'est ça qui assure la bonne santé de l'organisme. A l'inverse, si vous avez un microbiote intestinal qui se raréfie, qui s'atrophie, et donc l'atrophie touche la quantité également la diversité, vous allez aboutir au développement d'un certain nombre de maladies, notamment les maladies du système immunitaire. J'ai dit à l'entame, dans l'introduction, que les modifications ou le déséquilibre du microbiote, tel qu'il soit, ça s'appelle dysbiose. Et la dysbiose intestinale a plusieurs causes. Si vous prenez d'abord l'alimentation, donc j'ai déjà expliqué sur la dia précédente que le rôle important que joue le microbiote intestinal dans l'alimentation. Et vous savez que l'alimentation doit être riche en fibres. Parce qu'en effet, les fibres sont les précurseurs de la formation par les bactéries d'acide gras à chaîne courte. Et quand on parle d'acide gras à chaîne courte, ce sont des molécules anti-inflammatoires. Et leur diminution, si pour une raison ou une autre, vous avez une diminution donc, de ces acides gras à chaîne courte, la personne est prédisposée aux maladies inflammatoires du tube digestif et d'ailleurs. Les additifs alimentaires peuvent aussi modifier le microbiote intestinal. Une alimentation trop riche en graisse va favoriser la multiplication des bactéries pro-inflammatoires à l'origine de l'insulinorésistance et donc du diabète. Toujours parmi les causes du dysfonctionnement du microbiote intestinal, vous avez la prise inadéquate d'antibiotiques qui est un facteur
d'approvissement de ce microbiote. Vous savez, pour une raison ou une autre, si vous prenez des antibiotiques, l'objectif c'est d'éradiquer un gène pathogène. Mais au moment où vous éradiquez, l'antibiotique ne fait pas la distinction entre le gène pathogène et puis le bon micro-organisme. Donc, votre antibiothérapie, tout en tuant les mauvaises bactéries, va également altérer les micro-organismes du microbiote. Ensuite, et donc quand vous avez des modifications, je l'avais déjà dit, c'est souvent l'obésité et puis les maladies auto-immunes. Il y a également, pour montrer le rôle de la consommation des antibiotiques au cours de la grossesse, là j'ai parlé sur la diapositive de façon générale, mais au cours de la grossesse, les enfants qui sont nés de mères qui ont pris des antibiotiques au 2e et 3e trimestre de grossesse ont un risque d'obésité de 84% à l'âge de 7 ans. Ça a été démontré par plusieurs études. Mais il manque une donnée sur la diapositive, c'est quand vous dites 84%, oui c'est vrai, ça fait beaucoup, mais il faut ajouter le risque relatif ou ce qu'on appelle l'ordre ratio pour voir le poids statistique. Est-ce qu'un enfant dont la mère a pris des antibiotiques au 2e et 3e trimestre, est-ce que cet enfant a 2, 3, 4, 5 fois plus de risque d'être obèse à 7 ans comparé à un enfant dont la mère n'a pas pris justement ces antibiotiques au trimestre indiqué. Il y a un lien évident, et c'est pour ça que j'ai modifié un peu le titre pour parler de microbiote maternel. Il y a un lien évident entre le dysfonctionnement du microbiote intestinal et la prématurité. Lorsque vous avez une altération du microbiote intestinal, c'est des agents pathogènes, ça va entraîner la prolifération d'agents pathogènes avec la sécrétion importante de médiateurs de l'inflammation à l'origine de la naissance prématurée. Parce que quand vous avez, comme je le disais, la proximité de la filière génitale avec le tube digestif peut modifier le microbiote vaginal par exemple, avec donc une infection vaginale, ensuite infection ascendante utéro-placentaire à l'origine donc de contraction utérine, de modification du col de l'utérus et donc de la prématurité. Un mot sur la composition du microbiote vaginal à présent. Le microbiote vaginal est influencé par plusieurs facteurs, à savoir l'environnement, les facteurs génétiques, le comportement de l'hôte. Quand je parlais tantôt de toilette vaginale ou toilette intime intempestive ou l'absence de toilette vaginale. Donc ça, c'est le comportement de l'hôte. Le comportement de l'hôte, c'est également les addictions, par exemple le tabagisme et l'alcool. Mais comment se constitue le microbiote vaginal? J'en ai dit un mot tout à l'heure, mais je vais détailler un peu plus. C'est juste après la naissance que la sphère génitale de la fille est colonisée par les lactobacilles de la mère grâce aux résidus des oestrogènes maternels. Vous savez qu'il y a un lien, quand on parle de vagin, il y a un lien important entre les sécrétions hormonales et le fonctionnement du vagin. Bon. Si vous voulez avoir une physiologie optimale de la muqueuse vaginale, il faut effectivement des oestrogènes, notamment, donc des hormones, notamment les oestrogènes. Et là, la colonisation donc, et la constitution de ce microbiote vaginal chez la petite fille, ça se fait à la naissance grâce aux oestrogènes maternels résiduels. Après, il y a une période on va dire une période de pause, et en période prépubétaire,
vous avez des souches. Donc le vagin est constitué majoritairement de micro-organismes d'origine cutanée et intestinale. Et puis à partir de la puberté, avec les variations hormonales, vous avez le développement de la flore lactobacilliaire. En termes de composition, il y a deux façons de regrouper le microbiote, les micro-organismes du microbiote vaginal. Il y a, disons, la classification selon le score de Nugent. Le score de Nugent, c'est un score qui est important et il est établi après une observation au microscope. Donc on fait un frottis, vous faites le prélèvement vaginal, c'est étalé sur une lame. Donc on fait un frottis et on fait la comparaison entre la proportion de lactobacilles et les anaérobies, notamment le Gannerella vaginalis et le Mobilicus. Donc c'est à partir de ce rapport qu'on établit le score de Nugent. Et ce score est important, ça permet de décrire les différents types de flore vaginale et également de faire le diagnostic de la dysbiose, donc de la vaginose bactérienne. Et donc on distingue trois types de flore avec le score de Nugent. Vous avez la flore normale. Je dois préciser que le score varie de 0 à 10. Lorsque le score est compris en 0 ou 3, il s'agit d'une flore vaginale normale. Entre 4 et 6, c'est une flore intermédiaire et supérieure à 7, entre 7 et 10, il s'agit d'une vaginose bactérienne. Si vous faites, vous demandez un prélèvement vaginal et puis vous avez le résultat, on vous parle de la conclusion, c'est vaginose bactérienne, et vous ne retrouvez pas ce score-là, il faut changer de laboratoire parce que sinon vous allez traiter tout et n'importe quoi. Il y a, donc ça c'est la classification des micro-organismes du microbiote vaginal selon le score de Nugent, mais on peut faire également une classification selon les espèces dominantes. Et là, il y a 5 ou 6 groupes qui sont reconnus. Il y a le groupe le plus important, donc le groupe 1. Donc vous pouvez avoir une flore vaginale qui est dominée par le Lactobacillus crispatus, donc qui représente 45,4%. Le groupe 2 est dominé par le Gassari, ce n'est pas le plus important. Et puis le groupe 3, le Ines, qui est 26,8%. Le groupe 4, par contre, c'est plutôt des anaérobies. C'est un large éventail de micro-organismes anaérobies dominés par le Prevotella et le Gardnerella vaginalis. Enfin, vous avez le sous-groupe de Lactobacillus jansenii. C'est important de les connaître parce qu'ils ont des rôles différents. Leur implication dans la survenue, par exemple, de prééclampsie, de diabète gestationnel, le rôle n'est pas le même. Je l'ai résumé dans ma conclusion. Et pourquoi on parle de 5 à 6 types? C'est parce qu'il est possible, au niveau de la catégorie 4, il est possible de dédoubler en fonction d'un certain nombre de paramètres. Mais pour faire simple, retenez les 5 types de microbiote vaginal selon les espèces dominantes. Comment le microbiote vaginal assure la protection du vagin et donc la protection du produit de conception? Ce n'est pas sa capacité à produire de l'acide lactique. Vous savez que c'est sous l'effet des oestrogènes que le glycogène contenu dans l'épithélium dans l'épithélium vaginal va être transformé en acide lactique. Et c'est cette acidité dont ça va conférer à la cavité vaginale un pH acide. C'est cette acidité qui assure la protection du vagin. Mais il y a un autre élément, c'est la production de peroxyde d'hydrogène qui constitue un facteur protecteur contre la vaginose.
Il a été démontré que, quand je parlais tout à l'heure, j'ai parcouru le tableau. Par exemple, c'est avec le Lactobacillus innes. Dans le Lactobacillus innes, vous avez une proportion plus importante de vaginose. Donc, ce lactobacille, s'il est prédominant dans un milieu vaginal, c'est un facteur de risque important d'infection génitale à type de vaginose bactérienne. Ça, je l'ai expliqué, mais il y a un autre élément. Un autre rôle, c'est le rôle immunitaire. Grâce à la production de médiateurs de l'immunité, par exemple, vous voyez, il y a les micro-organismes du vagin peuvent cibler un certain nombre de gènes pathogènes et s'opposer à leur prolifération. Il y a un élément important aussi, c'est que vous avez une grande, c'est une particularité du vagin, vous avez une grande adhérence du lactobacillus, donc des lactobacilles, à l'épithélium vaginal, ce qui va diminuer donc les sites disponibles. C'est un peu comme si on disait, voilà, la muqueuse vaginale, donc l'épithélium vaginal est entièrement recouvert par le lactobacillus. Lorsqu'un gène pathogène, et avec une forte adhérence, lorsqu'un gène pathogène arrive, bon, c'est un peu comme non, il n'y a plus de place disponible, tu peux dégager. C'est un facteur de protection également. Lorsque le déséquilibre du microbiome vaginal survient, c'est de deux manières. Soit vous pouvez avoir le déséquilibre par la colonisation par un micro-organisme qui ne fait pas partie de la flore. Exactement le cas de la flore, des micro-organismes de la flore intestinale. Je l'ai dit tantôt. Ou alors, c'est la prolifération accrue d'un organisme de la flore normale. Vous avez une flore anormale, mais qui est déséquilibrée, simplement parce qu'il y a une espèce de lactobacille qui a proliféré beaucoup plus que les autres. Pour faire le diagnostic de la vaginose, c'est important parce que quand vous prenez les prélèvements vaginaux dans lesquels la conclusion c'est vaginose bactérienne, faites attention, sinon vous allez aggraver la situation de la patiente. Bon, le diagnostic est basé sur des symptômes. Ensuite, les critères cliniques qu'on appelle les critères d'Amel et surtout sur le score de Nugent. Comme symptômes, c'est la dyspareunie, donc les rapports sexuels douloureux, la sécheresse vaginale, l'inconfort vaginal. Les critères d'Amel sont définis par les leucorrhées malodorantes et adhérentes à la paroi vaginale, un pH vaginal qui est supérieur à 4,5, le test à la potasse positif et surtout la présence de Klebsiella à l'examen direct. Donc j'ai parlé également du score de Nugent et c'est un score compris entre 7 et 10 qui permet d'asseoir le diagnostic de vaginose bactérienne. Dans les diapositives qui vont suivre, je vais aborder les modifications du microbiote au cours de la grossesse. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ou plutôt jusque-là, c'est de façon générale, que la femme soit enceinte ou non. Mais il y a des particularités au cours de la grossesse. La grossesse modifie le microbiote vaginal avec une évolution vers un état qui est plus stable et moins diversifié. J'avais dit, ce qui est bien pour un microbiote, c'est qu'il y a une diversité de micro-organismes et également une quantité importante de micro-organismes. Ici, du fait de la grossesse, donc des modifications hormonales, vous avez un état plutôt stable qui va quand même augmenter en proportion s'agissant des lactobacilles. Il y a également une augmentation de la production de molécules antibactériennes, ce qu'on appelle les bactériocides et d'acide lactique, donc une augmentation, enfin une baisse du pH vaginal. Et ça, je le répète, c'est des facteurs importants pour la prévention des infections bactériennes ascendantes.
Si vous voulez en savoir plus, il y a par exemple des articles sur le sujet, notamment des travaux publiés dans l'American College of Obstetrics and Gynecology de 2019. Les modifications sont fonction du thème de la grossesse, les modifications du microbiote vaginal. Lorsque vous êtes au premier trimestre, et puis début deuxième trimestre, entre 11 et 16 semaines, vous avez un microbiote vaginal qui est caractérisé par une richesse et une diversité moindre, comparable à ce qu'on a chez la femme en dehors de la grossesse, une prévalence plus importante de mycoplasma et d'uroplasma urealyticum, une abondance plus élevée de lactobacilles. Ensuite, au deuxième et troisième trimestre, c'est à ces 2 trimestres qu'on a des variations significatives au plan quantitatif des lactobacilles. Et lorsque vous prenez l'INES dont je parlais tantôt, vous avez une diminution significative du nombre de lactobacillus inerts au deuxième et au troisième trimestre. Ça a des conséquences. Par contre, vous n'avez pas de variation significative. La grossesse n'entraîne pas une variation significative des anaérobies comme le Gardnerella vaginalis. Donc ces modifications du microbiote vaginal a un impact sur l'évolution de la grossesse. C'est le risque de survenue d'accidents obstétricaux. Et en premier lieu, je dis c'est les avortements spontanés et la prématurité. Il y a également la rupture prématurée des membranes, ayant pour conséquence la chorioamniotite, donc l'infection intra-utérine. Il y a la prééclampsie, le petit poids de naissance qui est un corollaire de la prééclampsie, et les troubles métaboliques à type de diabète gestationnel. Est-ce qu'il existe un microbiote utérin qui pourrait également compromettre l'évolution de la grossesse? Oui. Il a été retrouvé dans la cavité utérine des lactobacilles qui proviennent du vagin et qui constituent donc un microcosme permettant d'assurer la défense de la cavité utérine. Mais c'est, disons, un microbiote qui est moins dense quantitativement, et les gemmes les plus couramment retrouvées au niveau du microbiote utérin, c'est le lactobacillus, le Prevotella, mais nettement en quantité inférieure. Ensuite, on estime que le rôle de ce microbiote endométrial n'est pas important, sauf peut-être pour le pronostic de la fécondation in vitro dans le cas de la PMA. Dans le cadre de la PMA, oui, c'est important d'évaluer ce microbiote utérin pour apprécier la réceptivité utérine. En dehors du rôle du microbiote vaginal sur la grossesse, il y a également l'influence du microbiote intestinal sur la grossesse. Au premier trimestre, le microbiote intestinal est similaire à celui des femmes non enceintes. Au troisième trimestre, il est identique à celui des personnes ayant un syndrome métabolique. En d'autres termes, au troisième trimestre de la grossesse, vous avez des modifications du microbiote intestinal qui aboutissent au syndrome métabolique. Quand je dis syndrome métabolique, comprenez l'intolérance aux hydrates de carbone et également le diabète gestationnel. Enfin, le microbiote oral, puisque j'en ai parlé, parmi les différents microbiotes qui peuvent interférer avec la grossesse, il y a le microbiote oral.
il n'y a pas de modification significative de ce microbiote en rapport avec la grossesse. Mais vous avez par contre une augmentation significative de Streptococcus mutans qui est responsable des caries dentaires. Et puis une augmentation également du niveau des agents pathogènes parodontaux. Donc quand vous avez une parodontite, pourquoi il faut l'évoquer? Soit le germe ou les micro-organismes de la cavité buccale peuvent être apportés au niveau du vagin par l'activité sexuelle, ou alors par voie hématogène descendante. Vous pouvez avoir à partir d'une infection buccale un germe de la cavité buccale qui arrive, qui va coloniser donc le produit de conception. L'une des principales complications de la grossesse, c'est la prématurité, vous le savez. Là, j'aborde l'influence des modifications du microbiote au cours de la grossesse sur la survenue de la prématurité induite. Et donc, je disais que la prématurité, c'est vraiment un problème important en obstétrique et en néonatologie. On estime que 10% des naissances sont prématurées. Si vous rapportez ça à la population mondiale, ça vous fait des millions de nouveau-nés prématurés chaque année au plan mondial, bien sûr, avec une morbidité, une mortalité néonatale élevée. Les causes de la maladie d'accouchement prématuré, ou plutôt de la prématurité, sont nombreuses, comme par exemple l'incompétence cervicale, vous le savez, également beaucoup d'autres facteurs. Mais il faut également ajouter le rôle délétère de la dysbiose maternelle, c'est-à-dire les modifications du microbiote vaginal, intestinal, oral. Ces modifications peuvent également aboutir à entraîner la prématurité. Là, je vais faire une petite précision. Lorsque on parle de dysbiose maternelle d'origine polymicrobienne, il ne faut pas confondre ça avec le terme polybactérien. Parce que, en fait, quand on dit origine polymicrobienne, cela veut dire des micro-organismes qui proviennent de différents microbiotes, intestinal, vaginal, oral par exemple. Alors que lorsque je parle de polybactérien, c'est propre à un microbiote donné. Donc, lorsque vous avez une dysbiose vaginale, ça va favoriser les infections ascendantes vers la cavité utérine. Et je l'ai dit, lorsqu'il s'agit de la dysbiose orale, c'est souvent par voie hématogène et également les pratiques sexuelles. Là, je me suis répété. Enfin, la dysbiose intestinale, c'est par voie ascendante. Quel est le mécanisme de la prématurité dans la dysbiose? Vous savez, c'est ce qui caractérise les spécialistes d'un domaine. Bon, d'autres personnes qui ne sont pas de votre spécialité, ils vont peut-être ils vont faire des prescriptions dont ils ne connaissent même pas les fondements. Mais un spécialiste, comme je le dis toujours, c'est le pourquoi et le comment. C'est ce qui vous différencie de quelqu'un qui n'est pas de votre domaine. Donc c'est important de connaître le mécanisme par lequel les modifications du microbiote vont aboutir à la prématurité induite. Donc j'ai dit que ça soit par voie, je vais prendre la voie ascendante, soit donc une infection vaginale à partir des modifications du microbiote vaginal, ou alors des germes du microbiote intestinal qui sont apportés au vagin. Donc c'est des germes pathogènes, donc ils vont coloniser la cavité vaginale et être à l'origine de la dysbiose vaginale. Après, puisque il y a ce déséquilibre, vous avez une infection vaginale qui va évoluer, donc par voie ascendante, vers la cavité utérine qui contient le produit de conception. Donc, vous avez un envahissement de l'espace entre le placenta et la muqueuse utérine. Et la muqueuse utérine, pendant la grossesse, s'appelle la décidia. Quand vous avez cet envahissement de la cavité amniotique, il va se produire des mécanismes de défense. Chaque fois qu'il y a une agression, vous avez des mécanismes de défense qui sont mis en œuvre, qui vont aboutir à la production de substances
inflammatoires, également la synthèse des prostaglandines. Et nous connaissons le rôle de la prostaglandine sur le col et également le muscle utérin. Donc ça va entraîner sur le col utérin la maturation du col, la maturation précoce du col, d'où ces modifications. Également la stimulation de la contractilité du myomètre et la survenue bien sûr de contraction utérine. Modification du col utérin et puis contraction utérine, ça vous définit avant 37 semaines, donc entre 22 et 37 semaines, ça vous définit la menace d'accouchement prématuré. Et lorsque cette menace d'accouchement prématuré échappe à la prise en charge, à la tocolyse, bon, vous allez aboutir à la prématurité. Il faut aussi retenir le rôle de cette réaction en cascade inflammatoire sur les membranes. Donc, elles entraînent la fragilisation des membranes à l'origine de la rupture prématurée des membranes. Quand vous avez une rupture prématurée des membranes, vous savez comment ça se passe. La rupture prématurée des membranes va faire libérer une grande quantité de prostaglandines. Ces prostaglandines vont vous mûrir le col et en même temps déclencher les contractions utérines. Donc, puisque moi, quand je fais mes présentations, je ne les fais pas en mode présentateur, donc un texte en sourdine. Donc, pour ceux qui auront la présentation, j'ai expliqué ce que je veux dire sur la diapositive. Sur cette figure-là, j'ai résumé ça sur les deux diapositives suivantes. Quelle est la conséquence de l'inflammation dans la dysbiose? La conséquence, je l'avais dit, oui, c'est plutôt 3 diapositives que j'ai consacrées à la description du schéma ou de la figure que j'ai projeté tout à l'heure. Les conséquences de la dysbiose, j'ai dit, c'est la prématurité. Donc, vous avez un nouveau-né prématuré qui a été soumis à un environnement inflammatoire intra-utérin. Et ça va être à l'origine de séquelles liées à l'immaturité de son développement. Il s'agit, en premier lieu, contrairement à ce que j'ai fait sur la diapositive, de la dysplasie broncho-pulmonaire, donc la maladie des membranes hyalines. Vous avez également les trous néonataux, vous avez l'entérocolite nécrosante, la leucomalacie périventriculaire kystique. Ça, c'est des complications classiques de la prématurité. Et ces complications seront d'autant plus présentes que le thème de survenue de la prématurité est faible. C'est des choses que vous aurez par exemple dans la grande prématurité ou chez les nouveau-nés prématurissimes. Mais vous n'avez pas ça dans la petite prématurité. Et c'est un peu rare également dans la prématurité moyenne, autour de 34 semaines. Là, je vais parler, à travers les diapositives qui vont suivre, du lien entre les modifications du microbiote et la survenue de prééclampsie. Ça a été documenté par de grandes études que j'ai affichées. Habituellement, on vous dit que la prééclampsie résulte d'un trouble de la placentation. Donc c'est une anomalie de placentation. Et quand on dit anomalie de placentation, c'est deux choses. Il y a le défaut d'invasion trophoblastique, surtout celle qui devrait survenir autour de la 16e semaine, et également le défaut de remodelage des vaisseaux utérins. C'est ça qui va créer une hypoperfusion placentaire et la cascade de réaction qui va aboutir à la prééclampsie. Dans la dysbiose maternelle, au cours de la grossesse, vous pouvez avoir, puisque j'ai dit l'infection est ascendante et atteint l'œuf et donc le placenta, vous allez avoir une placentite, l'inflammation du placenta. Et cette
inflammation du placenta va aboutir au même résultat que le défaut d'invasion trophoblastique. Pour les apprenants, je leur dis, ne forcez pas trop pour retenir la physiopathologie qui en découle. Il faut être malin quand on apprend, quand on étudie. Lorsque vous voulez décrire la physiopathologie de la prééclampsie, je prends le cas de l'inflammation placentaire ici. Sachez que c'est les 3 lignées qui sont atteintes. La première, lorsque vous avez une inflammation, la première lignée qui va être atteinte en réponse à l'inflammation, c'est les globules blancs. Ensuite, vous avez les plaquettes et puis les globules rouges. Et vous aurez les principaux signes, le mécanisme qui aboutit aux différents signes de la prééclampsie. Vous savez que lorsque vous avez, j'ai dit, les premiers, c'est les globules blancs qui sont activés. Leur activation va aboutir à la libération de radicaux libres, d'accord? Mais également à la libération du PAF. Le PAF, c'est le facteur d'activation des plaquettes. Pourquoi? Parce que c'est une agression. Si ça atteint les vaisseaux, c'est important, cette activation des plaquettes, pour aller réparer, le vaisseau. Mais ça va aboutir à l'agrégation des plaquettes au contact de l'endothélium qui est lésé. Quelle est la conséquence de ça? La conséquence, c'est que vous avez une production importante de thromboxane A2 et CRC. Vous savez, je ne suis pas là seulement pour délivrer des messages basiques. Sur certains aspects, je suis obligé de monter un peu le niveau. Vous avez donc une augmentation de la sécrétion de thromboxane A2. La thromboxane, c'est une substance vasoconstrictrice. Et puis, à contrario, une diminution de la prostacycline. Le résultat de tout ça, c'est l'inversion du rapport thromboxane A2 et prostacycline. C'est cette inversion de ce rapport qui est à l'origine de l'hypertension artérielle. Que ce soit dans les dysbioses maternelles ou dans l'anomalie de placentation. Ensuite, la survenue du diabète gestationnel. Le microbiote vaginal joue un rôle majeur, ou plutôt sa modification. Les modifications du microbiote intestinal jouent un rôle majeur dans la survenue du diabète gestationnel. Notamment par rapport à certains micro-organismes. Ça a été démontré dans des études publiées notamment dans le journal de diabétologie. Pour conclure, je vais évoquer quelques points importants. C'est que tout le microbiote humain, que ce soit le microbiote vaginal, intestinal, oral ou même cutané, peut interagir avec la grossesse, avec des conséquences néfastes. Mais ici, c'est surtout le microbiote vaginal, intestinal et oral. Il y a plusieurs mécanismes qui expliquent l'influence négative des modifications du microbiote sur la grossesse, avec comme conséquence la prématurité et ses conséquences, la prééclampsie et le diabète gestationnel tel que je l'ai décrit. Il existe des gemmes en fonction de la complication de la grossesse induite par la dysbiose. Vous avez par exemple un certain de gemmes qui accroissent le taux de diabète gestationnel, de prééclampsie, d'accouchement prématuré et de complications néonatales. A l'inverse, vous avez également des gemmes qui sont plutôt protecteurs par rapport au diabète gestationnel et à la prééclampsie. S'agissant de l'accouchement prématuré, je n'ai pas retrouvé dans la littérature des gemmes pouvant assurer, ayant un effet protecteur au cours de la grossesse. Je précise bien au cours de la grossesse.
Et donc le microbiote, c'est un sujet qui est d'actualité. On en parle beaucoup ailleurs, mais très peu chez nous. C'est ce qui justifie donc le choix de cette thématique dans le cadre de ce webinaire. Il fait l'objet de nombreuses études actuellement. J'ai dénombré, il y a près de 400 études actuellement qui sont menées sur certains aspects particuliers du microbiote, notamment sur la grossesse. La bonne connaissance donc des interactions réciproques entre la dysbiose et la grossesse peut permettre de mettre en place, parce que c'est quand même l'objectif, de mettre en place des actions de prévention, surtout de la prématurité, de la prééclampsie du diabète gestationnel. Là, lorsqu'on parle de dysbiose, forcément les laboratoires se sont jetés là-dessus et ont commencé par proposer des probiotiques. L'utilisation de ces probiotiques n'a d'intérêt qu'en préconceptionnel. Lorsque vous avez la dysbiose au cours de la grossesse, aucun probiotique n'a d'effet sur les modifications du microbiote. J'ai dit et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Guénapo. La seconde partie de cette séance va se consacrer beaucoup plus aux solutions qu'offre le laboratoire Inotech pour la prise en charge des infections vaginales. Merci de suivre également mon collègue Saki Vincent. Merci, cher maître, pour cette brillante présentation et pour tous les partenaires qui sont ici présents avec nous sur place au Bénin, le laboratoire Inotech en mon nom ainsi qu'en ceux des collègues et du superviseur. Nous vous remercions pour cette chaleureuse attention durant la présentation du professeur sur les modifications du microbiote génital et ses conséquences sur la grossesse. Donc, je me présente à nouveau, Saki Vincent, je suis représentant médical du laboratoire Inotech. Et c'est un laboratoire qui fait partie d'un groupe, le groupe Inotera. Et c'est un groupe qui a été fondé en 1913, donc ça fait plus d'un siècle déjà, et qui œuvre pour apporter des solutions au quotidien par rapport aux pathologies du quotidien. Donc, le laboratoire Inotech, lui, a été créé bien plus tard, en 1979, et qui est une filiale donc, du groupe Inotera. Et depuis quelques années, le laboratoire Inotech œuvre au quotidien pour se rapprocher un peu plus, pour se rapprocher davantage des partenaires privilégiés que vous êtes, mais aussi et surtout des patients pour qui nous œuvrons tous au quotidien. Que ce soit les prescripteurs, mais également nos représentants médicaux. Alors, c'est à cet effet qu'en 2021, par exemple, lors de la 3e semaine de santé, puisqu'il y a plusieurs semaines de santé que nous organisons, nous avons eu à regrouper plusieurs agents professionnels de santé autour du thème microbiote vaginal et infection vaginale, briser les tabous. Et à cet effet, on a pu regrouper 40 villes africaines à travers plus de 766 pharmacies dans le monde. Et cela nous a permis de dépister environ 26 000 patients. Et il faut savoir que dans cette même activité, nous avons pu également sensibiliser 60 000 patients à travers le monde, que ce soit dans les pharmacies ou bien au niveau des hôpitaux. Alors, qu'est-ce qui nous rassemble aujourd'hui après la brillante présentation du professeur? Il s'agit des vaginites d'origine infectieuse. Quelle stratégie thérapeutique adopter face à la diversité étiologique des vaginites infectieuses? Alors, ce travail sera subdivisé en divers thèmes. Le premier, il s'agira de voir rapidement les diversités étiologiques des vaginites infectieuses et ensuite
de voir la solution que le laboratoire Inotech vous propose à travers une approche thérapeutique et ensuite l'efficacité clinique à travers l'étude PRISM que nous allons découvrir tous ensemble. Mais suite à cette efficacité clinique, quel est l'effet qu'a ce traitement, ce traitement sur le microbiote vaginal? Et pour finir, nous allons bien évidemment conclure. Alors, pour ce qui concerne la diversité étiologique des vaginites infectieuses, comme vous pouvez le constater, lorsqu'on prend par exemple les vaginites bactériennes, nous avons 30% des vaginoses bactériennes qui ont des étiologies mixtes et carrément 40% des candidoses, des vulvovaginites candidosiques ont également des étiologies mixtes. Donc cela pourrait nous amener à dire que la diversité étiologique des infections vaginales peut justifier la prescription d'un traitement à large spectre d'action du fait justement de cette diversité étiologique-là. Donc quelle est la solution que le laboratoire Inotech vous propose? Alors, nous savons que les vaginites infectieuses ont un impact vraiment délétère sur la qualité de vie des femmes. Et sans compter la santé mentale qui est impactée et surtout l'activité sexuelle, pas seulement de la femme, bien entendu, l'activité sexuelle, le bien-être sexuel du couple. Et cela également peut impacter la vie professionnelle de la femme, augmenter, être source d'anxiété et de dépression. Donc, compte tenu de toutes ces conséquences, un soulagement rapide des symptômes est donc nécessaire dans la prise en charge de ces vaginites infectieuses-là. Et c'est à ce titre, justement, que le laboratoire Inotech vous propose Polygynas, qui est une association de 3 principes actifs. C'est une triple association. Et nous avons 2 antibactériens, à savoir la néomycine et la polymycine B, ainsi que la nystatine, notre antifongique majeur. Donc, c'est un traitement local des vaginites à germes sensibles qui prend à la fois en charge les vaginites bactériennes, les vulvovaginites candidosiques, qu'il s'agisse que cela provienne des candidats albicans ou non albicans, mais également des vaginites mixtes et surtout des vaginoses bactériennes. Alors, on dit souvent par abus de langage ovule, mais en réalité, Polygynas est une capsule molle. C'est une capsule molle qui est très facile à insérer et qui s'utilise sur une durée de traitement sur 12 jours. Alors, l'objectif ici, étant donné que lorsqu'on ajoute à la diversité des étiologies des infections vaginales, le manque de précision du diagnostic clinique et microbiologique, l'objectif ici, c'est de viser le traitement probabiliste à large spectre d'action en première intention et surtout de soulager en premier lieu rapidement la patiente en attendant les résultats microbiologiques, si prélèvement il y a eu bien évidemment, et ensuite d'assurer la meilleure probabilité de succès dans l'éradication des agents pathogènes. Alors, nous disons que Polygynas est efficace surtout à cause des personnes qui au quotidien le prescrivent. Et nous avons l'habitude de dire qu'au-delà des preuves d'efficacité que nous montrons, au-delà des études, les meilleures preuves d'efficacité, c'est vous qui le prescrivez à travers les retours des patients que vous avez sur le terrain. N'empêche, nous allons partager avec vous quelques résultats de certaines études. Et nous découvrons ensemble l'étude PRISM, qui est une étude comparative ici, qui met en comparaison à la fois Polygynas et versus le miconazole, qui est le représentant des azolés ici. Alors, c'est une étude internationale qui a été publiée en 2019, une étude conduite par le docteur Bobot, et dont l'objectif est de démontrer la supériorité de l'efficacité clinique de Polygynas par rapport au miconazole en traitement empirique de la vaginite infectieuse, et aussi d'évaluer la tolérance, l'observance et surtout la satisfaction globale, que ce soit du point de vue de la patiente, mais également des investigateurs. Donc ici, sur 658 patientes, 302 patientes, pendant 12 jours,
qui souffraient bien entendu de vaginite infectieuse ont été mis sous Totémal et les autres 309 ont été mis sous le miconazole pendant 3 jours suivis par 9 jours de placebo. Alors comme vous pouvez le constater, nous avons une efficacité clinique globale, quelle que soit l'étiologie de la vaginite, de plus de 91%. Et le plus important ici, on l'avait dit déjà plus tôt, c'est surtout le soulagement rapide de la patiente. Et nous pouvons constater ici qu'après 2 jours de traitement, les divers symptômes, à savoir les leucorrhées abondantes, les sensations de brûlure, les douleurs vaginales, les irritations, etc., ont eu tendance à vraiment baisser nettement. Donc, c'est bien que le produit soit efficace, que vous ayez ces retours-là. Mais il est encore davantage important, pendant le traitement, de ne pas porter atteinte à la flore lactobacilliaire. Donc, qu'en est-il alors du traitement que nous vous avons proposé de polygynase? Alors, ici, je vais partager avec vous les résultats de l'étude neutre qui évalue ici l'impact de divers traitements, à savoir le polygynase versus d'autres traitements comme la nystatine associée à la néomycine au métronidazole, des associations que vous connaissez et manipulez sans doute déjà. Vous pouvez également voir le métronidazole associé au miconazole, ou bien le miconazole, etc. Donc, nous avons isolé, le professeur tout à l'heure avait eu à parler des différentes souches de lactobacilles. Donc, dans cette étude, on a eu à isoler les trois principales souches de lactobacilles, à savoir les lactobacilles Jenseni, Gasseri et Crispatus. Alors, le but est de savoir quels sont les traitements ici qui portent atteinte à la flore lactobacillaire en général ou bien aux souches justement de lactobacilles. Et comme vous pouvez le constater, en rouge, il s'agit ici des associations, des traitements qui ont une action délétère sur la flore, sur une souche de lactobacilles. Alors, lorsque nous prenons par exemple le miconazole, vous pouvez voir que sur les lactobacilles crispatus, il y a une action délétère sur cette souche-là. Et c'est pareil pour toutes les associations. Et j'insiste par exemple sur l'association que vous connaissez très bien et que vous utilisez dans votre quotidien, la nystatine, la néomycine et le métronidazole. Donc, vous pouvez constater que là également, il y a une action délétère sur une souche de lactobacilles. Mais nous remarquons qu'avec la triple association de polygynase, à savoir la néomycine, la polymycine B ainsi que la nystatine, nous n'avons aucune action délétère sur les 3 souches de lactobacilles testées ici. Donc on peut conclure que polygynase, contrairement aux autres traitements, préserve les 3 principales souches de lactobacilles vaginaux et respecte la flore vaginale. Et en plus de cela, il est efficace comme on l'a vu plus tôt. Donc, nous pouvons également dire que nous avons quand même un recul d'utilisation de plus de 50 ans. Et nous sommes présents dans plus de 70 pays et plus de 6 millions de patientes ont été déjà traitées chaque année avec notre produit polygynase que nous vous proposons aujourd'hui. Et pour conclure, compte tenu de cette diversité étiologique des vaginites infectieuses, compte tenu du manque de précision également du diagnostic clinique, nous avons déjà vu qu'il est important en première intention de penser d'abord à un traitement probabiliste à large spectre d'action afin de pouvoir prendre en charge toute cette diversité étiologique-là. Alors, pour rappel, polygynase, à travers ces 2 antibactériens, la polymycine B et la néomycine, est efficace à la fois sur les bactéries Gram+ et les bactéries Gram-. Et c'est pareil avec une action complémentaire synergique avec la nystatine qui est également efficace à la fois sur les candidats albicans et les candidats non albicans qui en général sont source, surtout les candidats non albicans, de beaucoup de rechutes et de récidives. Donc, je le rappelle, c'est un traitement idéalement
C'est un traitement qui est respecté quand même sur 12 jours, le soir au coucher. Donc, nous vous remercions pour votre aimable attention et nous sommes à la fin de cette présentation avec le professeur. Des questions que vous aurez et également des suggestions. Et pour ceux qui sont en ligne, ce serait également bien de pouvoir mettre par écrit toutes les questions que vous aurez à poser au professeur ou au laboratoire quant à l'utilisation et à la prescription de polygynèse. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Rodrigue. Donc, la première question qui m'a été adressée, c'est est-ce que la durée du traitement antibiotique a un impact sur le microbiote? Bien évidemment, puisque qui dit une durée longue d'antibiothérapie dit forcément une trop forte exposition du microbiote intestinal aux antibiotiques, avec les modifications que cela va engendrer. Il y a un lien entre la durée du traitement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a, je vous le dis, pour ceux qui sont sur le territoire béninois, l'autorité de régulation du secteur de la santé fait un travail et également la DGMED, la Direction Générale des Hôpitaux, qui font un travail pour une meilleure prescription, une meilleure utilisation des antibiotiques. On prescrit trop d'antibiotiques sans se soucier des conséquences parce qu'on ne connaît pas le microbiote. Si vous vous asseyez, vous rentrez dans les détails des microbiotes, les conséquences de leur modification, avant de prescrire un antibiotique, vous allez faire attention. Réfléchissez par 3 fois avant de choisir l'antibiotique et également de préciser la dose et la durée. La deuxième question, c'est vrai, c'est une question, toutes les questions sont intéressantes. Hein. Celle-là particulièrement m'interpelle, puisque je n'ai pas trop détaillé cet aspect-là. Donc la personne demandait si, compte tenu du fait que la dysbiose va engendrer une cascade de réactions inflammatoires qui vont aboutir aux conséquences obstétricales que j'ai énumérées, est-ce qu'il n'est pas, disons, licite de prescrire des anti-inflammatoires pour régler le problème? C'est logique, la question, mais les choses ne se passent pas comme ça. En fait, il faut comprendre le rôle de la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire, elle est nécessaire. Son but, c'est de débarrasser l'organisme de l'agent pathogène qui est à l'origine de l'inflammation. La preuve, quand vous avez une infection systémique, on ne met jamais d'anti-inflammatoire. On met des antibiotiques appropriés, des antalgiques, peut-être des mesures de réanimation. Je parle des cas de sepsis, hein, mais jamais vous ne mettrez d'anti-inflammatoire. Vous allez aggraver la situation. Et cette question me rappelle le débat qu'il y a eu en 2020 avec la Covid-19. Vous savez que l'humanité se cherchait un peu en termes de solutions à apporter à cette terrible pandémie. Et certains, au début, prescrivaient des anti-inflammatoires. Et on s'est rendu rapidement compte que c'est celles, ou bien les personnes qui recevaient des anti-inflammatoires, qui passaient rapidement de l'autre côté. Et cette stratégie a été arrêtée. Je ne sais pas si certains se souviennent de cet épisode-là. Non, il ne faut pas prescrire des anti-inflammatoires lorsque la réaction inflammatoire est là. Si vous bloquez le processus, ça vous signifie que le gène va continuer à exercer son effet délétère. Je crois que c'est les 2 questions que j'ai notées pour le moment. Ok, professeur, merci beaucoup. Il y a une autre question d'un certain Tani qui demande le rôle
dans les troubles gynécologiques. Dans quelle mesure le microbiote vaginal contribue-t-il au développement des troubles gynécologiques tels que l'endométriose, les fibromes utérins et les infections récurrentes? D'accord. Je vais répondre très rapidement. La survenue de myome utérin répond à un autre mécanisme. La survenue de l'endométriose aussi, il y a un autre mécanisme. C'est vrai que je vais parler brièvement des myomes utérins. La survenue des myomes utérins est liée à un déséquilibre hormonal. Et en dessous, il y a des facteurs génétiques. Il y a des gènes. Donc, comme je dis, on ne peut pas changer l'individu. Vous avez les fibromes, c'est parce que vous avez hérité ça, en général, des gènes de votre ascendance, et qui, lorsqu'il y a des modifications des hormones, ça va aboutir à ces myomes-là. L'endométriose, c'est autre chose. L'endométriose, c'est le fait que le tissu endométrial se retrouve en dehors de sa place normale, donc en dehors de la cavité utérine. Et le problème, c'est que, quel que soit l'endroit où le tissu endométrial se trouve, il va subir les modifications hormonales, comme s'il était à l'intérieur de la cavité utérine. C'est ce qui fait la gravité de la maladie, parce que là aussi, les signes que vous avez, notamment la douleur, c'est lié à l'inflammation. C'est lié à l'inflammation. C'est peut-être le lien qu'on peut faire, mais donc vous avez une cascade de réactions inflammatoires qui vont aboutir à la douleur, cette douleur insupportable qui caractérise l'endométriose. Mais il n'y a pas un lien direct, il n'a pas été établi aujourd'hui un lien direct entre la modification du microbiote vaginal et la survenue de l'endométriose. Peut-être des facteurs immunitaires. Parce que toutes les femmes, par exemple, au cours de leur vie, de leur période reproductive, c'est-à-dire de la puberté à la ménopause, développent le mécanisme qui aboutit à l'endométriose. Mais toutes ne vont pas faire l'endométriose. Il n'y a que 10% qui font l'endométriose. Et c'est là qu'intervient le rôle de l'immunité. Donc si vous avez une bonne immunité, en rapport avec un bon fonctionnement du microbiote intestinal, non, vous allez résister. La greffe des cellules endométriales va se faire peut-être sur les ovaires, sur les trompes, sur le péritoine, sur le côlon, sur le rectum, mais ça ne va pas proliférer puisque vous avez de bons mécanismes de défense. Donc je réfléchis à voir autre, c'est peut-être les liens qu'on peut faire, mais lien direct, ça n'a pas été établi. Merci professeur pour la présentation. Ma question concerne la prise telle que je viens de suivre. La prise en charge concerne beaucoup plus les microbiotes d'origine vaginale. Et si c'est d'origine intestinale et orale, quelle est la prise en charge? Non, le microbiote, qu'il soit vaginal, oral ou intestinal, c'est nécessaire pour le fonctionnement de l'organisme. C'est des germes commensaux, donc qui vivent en symbiose et qui ont des rôles particuliers en fonction du milieu où ils prolifèrent. Maintenant, c'est leur modification, les modifications quantitatives et qualitatives de ces microbiotes qui sont à l'origine donc des maladies, toutes les maladies que j'ai citées là, qu'il s'agisse de maladies inflammatoires, du diabète, de l'hypertension artérielle. Et donc, le traitement en cas de dysbiose, donc de déséquilibre de l'un ou l'autre de ces microbiotes, s'il y a des conséquences et le diagnostic de la conséquence est fait, il y a un traitement approprié. Si par exemple disons la dysbiose intestinale aboutit aux troubles glycémiques, on sait comment les prendre en charge. On va confier la dame à un diabétologue qui verra si c'est le régime qui va régler le problème ou s'il faut, il faut faire un traitement médicamenteux
pouvant aller jusqu'à l'insuline. De toutes les façons, si c'est au cours de la grossesse, c'est l'insuline qui est utilisée. Vous ne pouvez pas utiliser les autres. Vous ne pouvez pas utiliser les sulfamides oraux et hypoglycémia. Donc c'est ça. Si par exemple la cascade de réaction aboutit à la prééclampsie, ben, vous allez prendre en charge la prééclampsie. On sait le faire. Je n'ai pas voulu alourdir la présentation par la prise en charge spécifique de chaque type de complications induites par les modifications du microbiote intestinal, enfin quel qu'il soit. Comment peut-on expliquer la remontée utérine des pathogènes dus à une dysbiose, sachant que le col de l'utérus est fermé pendant la grossesse? Le col serait-il perméable pour les bactéries? Oui, très belle question aussi. C'est vrai qu'il y a une continuité anatomique entre la vulve, le vagin, la cavité utérine, les trompes et la cavité abdominale. Il y a une continuité anatomique. Mais il n'y a pas de continuité, en principe, il n'y a pas de continuité au plan microbiologique, au plan des micro-organismes. Normalement, les micro-organismes qui constituent la flore vaginale, leur place, c'est uniquement dans le vagin. Même s'il a été retrouvé par des études, donc la présence des lactobacilles qui habituellement sont dans la cavité vaginale, mais si on les a retrouvés dans la cavité utérine. Pourquoi on les retrouve dans la cavité utérine? C'est parce que, certes, il y a le bouchon, qui joue un rôle important dans le maintien de la grossesse. Il y a effectivement le bouchon muqueux, mais le bouchon muqueux n'est pas infranchissable aux organismes. Certes, ça joue un rôle important dans la prévention de l'infection ascendante, mais si le milieu est trop modifié, les germes pathogènes arrivent à passer quand même, malgré le bouchon muqueux. Le bouchon, ça fait quelque chose un obstacle mécanique, mais ça n'empêche pas un germe pathogène, d'autant plus que, c'est là l'élément important pour la réponse, lorsque le milieu vaginal est modifié, avec l'envahissement du bouchon muqueux par les germes pathogènes, forcément, ce n'est plus le même milieu. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez conserver aussi la fonction du bouchon muqueux, il ne faut pas créer des déséquilibres au niveau du microbiote vaginal. S'il est altéré par la présence de germes pathogènes, notamment les anaérobies que sont le Ganérella vaginalis et Ureoplasma urealyticum, vous allez les retrouver dans la cavité utérine. C'est ça, même s'il y a ce verrou qu'on appelle bouchon muqueux. Pour une femme qui a des antécédents d'accouchement prématuré, c'est parce que dans la pratique, nous ne faisons pas les choses dans le bon ordre, non pas à cause de nous, mais à cause des patientes aussi. Quand une femme fait un accouchement prématuré, il faut, vous savez que pour un certain nombre d'accouchements prématurés, vous n'avez pas la cause. Mais c'est simplement parce qu'on n'a pas cherché. On ne cherche pas, par exemple, la dysbiose pour faire le lien avec l'accouchement prématuré. Après un accouchement prématuré, on doit faire normalement une évaluation pour rechercher la cause. Et donc le conseil qu'on doit donner à cette femme, c'est de pouvoir évaluer le microbiote vaginal en préconceptionnel. Si elle dit que cette année, elle n'a pas de problème particulier pour concevoir, mais donc elle peut planifier la grossesse. Dans cette planification de la grossesse, en préconceptionnel, il faut faire un prélèvement vaginal à la recherche d'un déséquilibre du microbiote. Et quand tu as le déséquilibre, tu vas le corriger avec les probiotiques dont je parlais avant qu'elle ne tombe enceinte. Parce que si tu laisses passer et elle arrive, donc elle tombe enceinte et tu constates la dysbiose vaginale, tes
probiotiques n'auront aucun effet sur la situation. Tu vas juste constater les complications que tu vas prendre en charge. Pourquoi certaines femmes ont un microbiote vaginal plus stable, plus équilibré que d'autres, et les facteurs qui influencent sur cette variabilité individuelle. Bien sûr, il faut connaître j'ai développé les causes ou les facteurs de risque, de dysbiose, de dysfonctionnement des microbiotes. Une femme, je prends juste la toilette intime. Si une femme fait la toilette vaginale 3 fois par jour, forcément elle va altérer le microbiote vaginal. Une femme qui fait à moins de choses, même si elle tousse, un syndrome grippal, va demander en pharmacie qu'on lui prescrive, qu'on lui vende des antibiotiques. Comparé à celle qui a une attitude plus raisonnable, la différence peut se faire à ce niveau. La différence, en fait, de stabilité ou non du microbiote est fonction des facteurs de risque qu'une femme peut cumuler comparé à une autre qui est beaucoup plus réglo en termes d'hygiène, en termes même de comportement sexuel. Voilà. Alors, professeur, le message est bien passé, il n'y a pas de question. Je vous prie une fois encore d'ovationner le professeur. Merci beaucoup.